La légende de la rue des 6 jeunes hommes. Une légende bruxelloise écrite par Valérie Lefebvre, inspirée du livre de Victor de Vogel. Le temps d'une histoire. Un podcast de contes, nouvelles et autres récits. En l'an 1568, 4 siècles avant notre ère, une gigantesque révolte parcourt la Flandre, le Hainaut et l'Artois. Les gens la nomment la révolte des gueux. Les nobles se sont ligués et manifestent contre la politique menée par Philippe II, roi d'Espagne. Et depuis lors, des centaines de révoltés ont été exécutés au Sablon et sur la place du Grand Marché. Les gens sont aigris. Ils ont peur, car l'avenir leur semble incertain. Et pourtant, une bande de plaisantins s'en donne à cœur joie, la nuit, dans les rues de la ville. Ils sont 6 jeunes hommes, âgés de 12 à 16 ans. Ils ne connaissent rien à la politique, mais constatent chaque jour l'énorme fossé qui sépare les riches des pauvres. Eux-mêmes vivent comme des miséreux, à la merci d'un aubergiste qui les loge dans le grenier sans une couche convenable et à chaque occasion les roue de coups. L'aubergiste est leur maître, censé leur apprendre le métier. Le travail de ces 6 garçons consiste à laver le sol sali par l'urine des ivrognes, à servir la cervoise aux bourgeois, à nettoyer la vaisselle de la veille, à récurer les pots de nuit des voyageurs, à couper du bois dans la forêt avoisinante qu'ils transportent sur leur dos et à chaparder des vivres aux commerçants du Grand Marché pour que leur maître puisse se remplir les poches sans y sortir une pièce. Une tâche bien malhonnête. Ça, c'est vrai. Alors, pour se soulager de la frustration accumulée durant la journée, ils se défoulent la nuit. Ces garçons n'ont pas de nom, mais des sobriquets que leur maître leur a attribués. Le boiteux, les talons, le bègue. Personne ne sait vraiment d'où ils viennent. Ce sont des enfants abandonnés. Des orphelins qui, une fois leur majorité, à 12 ans à l'époque, se débrouillent pour vivre. L'auberge se situe dans une rue du Petit Sablon. En ce temps-là, pas de boutique d'antiquités, ni de restaurant select, encore moins de pâtisserie ni de chocolaterie. En 1568, le Petit Sablon se compose de simples maisons à la charpente en bois et aux fenêtres à volets, collées l'une à l'autre pour former des rues de terre battue, étroites, sinueuses et fortement encombrées. Dans ces rues se côtoient la volaille qui picore à même le sol et qui caquette, bon nombre d'animaux à 4 pattes, chiens, chats, chèvres, moutons, des femmes transportant leur eau dans des récipients en terre cuite vissés sur leur tête, et dans les rues plus larges, des chariots tirés par des bœufs. On y croise aussi des colporteurs à pied, leurs baluchons sur le dos remplis de marchandises. Ceux-là viennent des villages. Ils rapportent des nouveautés. Les seigneurs en raffolent. On marchande dans ces rues et ça met un peu d'animation sous l'œil méfiant de la cavalerie espagnole qui fait sa loi depuis 2 ans. Mais Bruxelles sent mauvais. À cette époque, il n'y a pas de civilité, et encore moins d'hygiène. Les gens jettent leurs ordures par les fenêtres en hurlant « Garde-sous !» avant de balancer leurs seaux. Le boiteux, un des 6 jeunes garnements, est d'ailleurs revenu un jour couvert d'excréments et d'urine. « Ah, ça puire !» s'écrient les talons en rentrant dans la chambre. Te plains pas, tu te la tapes pas depuis 1 heure, cette odeur. Se fâche le roux. D'où qu'elle vient ? Demande les talons. C'est le boiteux. Il n'a pas eu le temps de se tirer, et vlan.
Il a tout pris, d'un coup sur le tiète. Répond le Noiraud. Les talons frissonnent en voyant le boiteux. Ses cheveux sont remplis de substances fécales toutes desséchées. Mais les talons revient sur le Noiraud car il remarque que ce dernier a l'arcade sourcilière abîmée. Et toi, qu'est-ce que t'as à ton œil? Lui demande-t-il intrigué. C'est le maître. Répond le Noiraud. Ouais, on a voulu nettoyer le boiteux dans le cuisine, mais il y avait corps le vaisselle. Ajoute le roux. Et le même maître a surgi. Essaye d'expliquer le bègue. On a ramassé du bâton. Finit par dire le boiteux, les yeux baissés de honte. Mais c'est le gringalet qui a tout pris. Ajoute le Noiraud. C'est là que des reniflements se font entendre sous une couverture, prise de secousse. Les talons traversent la pièce à grands pas en direction de la couche du plus jeune d'entre eux. Ils soulèvent le tissu et découvrent le gringalet tout recroquevillé, en position fétale, les mains posées sur sa tête pour se cacher de tous. Les talons tressaillent en voyant le sang sécher sous son nez et ses bras couverts d'hématomes. En tant qu'aîné, les talons est chargé de veiller sur les autres qui le considèrent comme leur grand frère. D'habitude, c'est lui qui prend les coups. Mais cette fois-ci, il était absent, trop occupé à flirter avec la pucelle du forgeron. Il s'en veut à présent. Il se penche sur le gringalet et lui caresse le dos avant de lui dire « Hé, pleure pas. T'es un homme et les hommes, ça pleure pas. » « J'ai rien fait. Je regardais, c'est tout. » rétorque le gringalet, les yeux humides de chagrin. Je sais. C'est ça la vie. Travailler et se faire taper dessus tout le temps. Quand le maître frappait, je priais Dieu pour qu'il te dise de venir me sauver, mais il n'a pas écouté. J'ai cru que c'était ma dernière heure. Des balivernes. Y a pas de Dieu. Y a rien, et t'as raison le gringalet. C'est pas ça la vie. Les talons se tournent vers les autres garçons et prend une décision. Je vous promets qu'à partir de maintenant, nous allons vivre. Je vais vous montrer ce que c'est la vraie vie. Et tu vas voir, le gringalet. Tu vas retrouver le sourire. On va s'enfuir pour ne plus vivre comme des gueux. Se réjouit le roux, Pour aller où? s'inquiète le Noiraud. Non, vous n'y êtes pas. On va faire mieux. On va devenir de la merdaille. Et c'est ainsi que nos 6 jeunes garçons commencèrent à faire leurs blagues sous le couvert de la nuit dans les rues de Bruxelles. En effet, le soir suivant, le roux, déguisé en ménagère, frappa à la porte du prêtre de la rue Haute. Les talons avaient réussi à emprunter les vêtements à la ribaude qu'il fréquentait ce jour-là. « Vite, monseigneur. Le juge Matens doit recevoir les dernières consolations. Il en a plus pour longtemps, il est à l'agonie. » supplia-t-il en prenant un ton aigu. Le prêtre, surpris, se hâta d'enfiler son manteau et son chapeau avant de partir vers le chemin de Scarbeck, son chapelet à la main et sa Bible sous le coude. À minuit, il frappa lourdement à la porte du juge qui, furieux d'être réveillé, vint lui ouvrir en personne. « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et la nuit suivante, c'est la fille du charpentier qui s'évanouissait de terreur. Les talons avaient eu l'idée de faire descendre le bègue par la cheminée. À défaut de mal s'exprimer, ce dernier imitait parfaitement le cri des animaux et était malin comme un singe. Avec dextérité, il glissa dans le conduit et sauta, couvert de suie, dans la chambre de la jeune fille. Quand celle-ci se réveilla, il miaula avec force. La demoiselle hurla si fort qu'elle réveilla toute la maisonnée ainsi que les voisins de la rue d'Anderlecht avant de tomber en syncope. Les 6 garçons s'enfuirent en riant aux éclats. Et le boiteux, cette nuit-là, fut vengé du pot d'excréments qu'il avait reçu sur la tête quelques jours avant. Le soir d'après, les bougres s'acharnèrent sur de vieilles femmes en pleine église. Les bobonnes priaient avec acharnement, agenouillées devant la statue du Christ, ne remarquant pas les jeunes gens qui, tentés par le diable, les avaient reliées ensemble par de longues épingles attachées à leurs robes. Quand elles voulurent se redresser, elles tombèrent à la renverse, s'entremêlèrent dans leurs jupons qui se relevèrent et dénudèrent leurs mollets tout poilus et fripés. La nuit suivante encore, ce sont d'austères magistrats qui furent les victimes de nos scélérats.
Ils durent crocheter leurs portes car ils ne pouvaient plus pénétrer dans leur demeure. Les jeunes avaient introduit du sable dans leurs serrures. Godverdomme! Et régulièrement, les anciennes des maisons bourgeoises changeaient de propriétaire. Le matin, un médecin voyait son écusson remplacé par celui du bourreau. Mais qu'est-ce qui se passe? L'emblème de l'auberge apparaissait devant la porte d'une veuve. Oh! L'enseigne du boulanger devant celle d'un huissier et celle du fabricant de cercueils devant la porte du maréchal Ferrand. C'est du diable! Parfois aussi, le tocsin sonnait dans les églises. Les gens accouraient et une fois sur place, il n'y avait personne. Mais enfin, mais non dit Dieu. Les fripons remplaçaient aussi l'eau bénite par de l'encre noire. Les pieuses, sans s'en rendre compte, se noircissaient les doigts et par la même occasion le visage en se signant. Comme avec le prêtre, les garnements envoyaient les médecins en pleine nuit chez les seigneurs bien portants. Et enfin, ce qu'ils commettaient de bien plus grave, c'était de couper la sangle des selles des chevaux des officiers espagnols. Ainsi, lorsque ces derniers exécutaient un ordre urgent, ils se fracassaient sur le sol. Caramba! 3 d'entre eux furent d'ailleurs cloués au lit pendant 8 jours. Leur farce, leur bouffonnerie, toutes ces choses drôles ne faisaient rire qu'eux. Il était malvenu de blaguer en ces temps de guerre et de malheur. Les gens se sentaient mal dans leur ville, mal dans leur peau et dans leur tête. Les langues allaient bon train. On racontait des âneries, mais aussi des vérités. Ce sont les âmes de ceux que le duc d'Albe a envoyés à l'échafaud. Ils viennent tous nous hanter, pensaient certains. Non, j'ai vu des jeunes qui rôdaient la nuit. Je crois que c'est eux qui manigancent. Disaient d'autres, Oui, c'est vrai. Une nuit, je les ai vus partir du côté du petit Sablon. affirmait-on. Et ces derniers avaient raison. Nos petits plaisantins auraient mieux fait de se calmer. Mais l'adrénaline qui coulait à présent dans leurs veines les poussait à en faire toujours plus. Ils se sentaient vivre. Ils s'amusaient comme des fous. Jusqu'à cette malheureuse nuit de la fin du mois de mai. Ils opéraient en haut de la ville. Le noiraud portait un petit chaudron plein de couleurs noires. Le bègue, une sorte de petit balai. Et les autres ne portaient rien, car ils faisaient le guet pendant que les deux barbouillaient les enseignes des artisans. Ils avaient du mal à se concentrer, pris de fou rire, étouffés par leurs mains. L'étalon, cette nuit-là, aperçut de la lumière au rez-de-chaussée d'une maison. Ils s'en approchèrent prudemment. Par la fenêtre grande ouverte, ils virent un homme en chemise, les bras en l'air, qui bâillait à s'en décrocher la mâchoire. Qu'est-ce sale il a, Stillard? Lâcha le gringalet en gloussant. Le bègue sauta sur l'occasion. Il trempa son outil dans la couleur et d'un geste brusque envoya la peinture dans la figure de l'individu qui manqua de s'étouffer avant de jurer comme un pourchaud dans une langue étrangère. Maldita! Miséricorde, c'est Vargas. S'écria le roux. Diable. Bégaya le garçon qui ne l'avait pas reconnu. Fuyons! Cria l'étalon à ses compagnons. Ils jetèrent le seau et le balai, puis disparurent dans la rue. Mais ils avaient affaire à Jean Vergas, le collaborateur du duc d'Albe. Ce dernier sortit de chez lui et poursuivit les jeunes gens avec sa tête toute noire, le mousquet à la main, jurant comme un païen en chemise de nuit. Les jeunes hommes n'avaient pas l'intention de ralentir, car ils savaient pertinemment que s'ils se faisaient prendre, il serait bon pour la corde, le glaive ou le feu. Ils arrivèrent près du grand Sablon, Vergas à leur trousse. À ce moment-là, un homme d'armes qui se rendait chez Vergas pour lui porter un ordre apparut à quelques pas devant eux. Vergas, lui, s'arrêta et déchargea son mousquet. L'homme d'armes tomba. Le gringalet se jeta au sol auprès de l'homme. « Oh bon Dieu, pitié !» Mais l'étalon l'attrapa au col pour le forcer à fuir en lui criant dessus. « Imprudent. Et s'il te connaissait ?» se fâcha-t-il. Les jeunes se hâtèrent alors de disparaître dans la ruelle qu'ils habitaient, rue de la Petite Vierge.
L'homme d'armes fut légèrement blessé à l'épaule. Le lendemain, il parla à ses chefs. N'ayant pas vu Vergas cette nuit-là, il accusa les jeunes garçons d'avoir voulu l'assassiner. Vergas, quant à lui, s'était débarbouillé, sans parler de l'affaire. On avait immédiatement fait des recherches. Les 6 jeunes hommes furent arrêtés et interrogés. Terrorisés, ils avouèrent tout et on les condamna. On apprit à Bruxelles leur arrestation. On sut aussi qu'ils étaient les auteurs des méfaits qui troublaient le repos des braves bourgeois et des vénérables matrones. Le peuple fut convié le jour de leur pendaison au Grand Sablon. Depuis leur exécution, la rue qu'ils habitaient, nommée à l'époque rue de la Petite Vierge, porte actuellement le nom de rue des 6 jeunes hommes, et en néerlandais, Zes Youngmanstraat. C'est du néerlandais, ça? C'est une minuscule rue, visible de la place du Petit Sablon. Elle part de la place, forme un coude à angle droit, et rejoint quelques mètres plus loin la rue de la Régence. Si un jour vous venez à Bruxelles, venez flâner du côté du Sablon. Et ayez une pensée pour ces 6 jeunes garçons qui furent pendus un jour sans raison.